Au mois d'avril, l'Argentine de Javier Milei a touché les 7,7% de croissance annualisée, bien au-delà des attentes du marché. Pour 2025, c'est une fourchette de croissance attendue entre 4 et 8% environ qui est annoncée, ce qui dans les deux cas reste exceptionnel. D'une part car l'Argentine était un canard boiteux avant l'arrivée de Milei, et d'autre part car 4% de croissance, c'est déjà très bien en soi aujourd'hui. Mais à quel prix se fait cette croissance économique ? Certains critiques, plutôt de gauche, se demandent si cette croissance ne se fait pas sur le dos d'une importante casse sociale comme on dit aujourd'hui. Eh bien non. En ce qui concerne le taux de pauvreté, il chute depuis l'arrivée au pouvoir de Milei de près de 50%, après être légèrement remonté dans les premières semaines du mandat de Milei de façon temporaire. Le taux de pauvreté donc est passé de 53% à 35% en mai 2025, soit une chute d'à peu près 50%. On parle de 2 millions d'Argentins qui sont donc sortis de la pauvreté. Et c'est la même chose pour le taux de pauvreté extrême qui chute également. Même l'UNICEF reconnaît que la politique de Milei fait baisser la pauvreté, alors que cette ONG n'est pas réputée pour être proche des libéraux. Bref, globalement en Argentine, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent moins pauvres. Au final, la croissance économique du pays s'envole, alors que tout espoir semblait perdu pour ce pays. Je vous parle de cela aujourd'hui car la France semble un peu dans le cas de l'Argentine avant Milei. Premièrement, sachez que le FMI est au coin du bois. Comment je le sais ? Tout d'abord car Le Monde vous dit que tout risque est écarté bien que la dette soit totalement hors de contrôle, ce qui peut sembler un peu contradictoire. Bon, en réalité, si vous gardez en tête que Le Monde touche des dizaines de millions d'euros de subventions de la part de la France, de l'Union européenne, mais aussi des USA, comme a pu le révéler le nettoyage de l'USAID par l'agence du Doge d'Elon Musk, vous comprenez que l'on ne mord pas la main qui vous nourrit. Pour donner un ordre de grandeur, Le Monde, c'est 300 millions de chiffre d'affaires avec une TVA de 2% au lieu de 20%. Donc rien qu'en TVA, vous êtes à quelque chose de l'ordre de 60 millions de subventions. Mais c'est aussi Thierry Breton qui vous explique en bafouillant que tout est sous contrôle. Dans les grandes banques françaises, on commence à avoir une petite musique comme quoi la tutelle de la France par le FMI est toute proche. Non, ça je crois pas du tout parce que... Je le tiens d'une très grande banque ce jour. Bon, moi je n'y crois pas du tout. Donc méfiez-vous car dit de façon plus macroéconomique, le déficit de la France est à des sommets et elle emprunte plus cher que l'Italie sur la dette à 5 ans, qui est un bon repère pour savoir si on va pouvoir se refinancer. Ou dit encore différemment, car ils se prévalent tous de vouloir faire des économies en ce moment, la dépense publique est prévue en augmentation de 2,7% avant inflation en 2025. Et pour ce qui est de 2026, la dépense publique est également attendue en augmentation. Donc gardez bien en tête que tous ces simagrées autour de la réduction de la dette ou de la dépense publique sont une vaste farce. C'est pour cela que je vous en parle peu de ce budget Bayrou, car c'est un budget de la continuité de l'incurie. Tous les signaux sont au rouge et l'indicateur que je trouve le plus critique, c'est le rapport entre les créations d'entreprises et les radiations d'entreprises. Au premier trimestre 2025, la France a détruit plus d'entreprises qu'elle n'en a créées. Et ça, c'est dramatique, car on arrive au point où la dislocation du tissu économique rentre en phase de contraction pure. Ce n'est plus un ralentissement, mais bien une destruction nette. Donc la rentrée de septembre risque bien d'être un peu chaude, car on se demande quel tour de passe-passe l'UE et la France vont bien trouver, comme en 2012, pour repousser encore beaucoup plus de poussière sous le tapis monétaire afin d'arriver à refinancer la France. Et ça, c'est sans compter toutes les menaces des syndicats qui veulent mettre une deuxième balle dans le deuxième pied de la France en appelant à la grève à ne plus savoir qu'en faire. En tout cas, sachez que Fitch et Moody's doivent réévaluer la note de crédit de la France en septembre et que le pays se rapproche de plus en plus dangereusement de la catégorie des emprunts spéculatifs. Petit rappel, se rapprocher de la catégorie emprunts spéculatifs signifie des taux d'intérêt plus chers, mais aussi moins de liquidité qui est prêt à s'investir chez vous, donc une capacité à lever de la dette qui est moindre. Donc au final, tout ça, c'est la faillite qui se rapproche. Je préfère donc vous parler de ce qui marche plutôt que de ce qui ne marche pas, et c'est pour cela que je vous parle de l'Argentine de Milei. Alors, qu'est-ce que Milei a-t-il bien pu faire? Est-ce un génie de l'économie ou alors s'agit-il d'une recette que l'on peut dupliquer? Retenez que dans l'esprit libéral de Milei, la création de richesse se fait par les entrepreneurs et rien d'autre. Pourquoi? Non pas que les entrepreneurs soient plus géniaux que la moyenne, mais essentiellement parce qu'ils sont en première ligne avec le réel. Dit autrement, quand un patron prend une mauvaise décision,
soit il la corrige, soit au bout d'un moment, plutôt très court généralement, il fait faillite. Au bout du compte, ce sont les entrepreneurs qui prennent de bonnes décisions, qui restent, survivent et permettent au pays de créer de la richesse. C'est pour cela que Milei s'est attaqué à 2 maladies françaises bien connues. Premièrement, les subventions. Fondamentalement, une subvention, c'est une décision d'investissement économique dont personne n'est responsable du résultat. En conséquence de quoi, en moyenne, elle dégrade l'économie d'un pays, car il n'y a pas de processus de sélection pour éliminer les mauvaises subventions. Au final, une subvention consiste dans la grande majorité des cas à faire 2 injustices. La première, c'est de prendre indûment de l'argent à un contribuable qui n'a rien demandé pour le donner à un naze qui va le dépenser n'importe comment. Pourquoi est-ce que je parle de donner des subventions à un naze en particulier et pas juste quelqu'un random ? Parce que je pense que si l'on donnait des subventions purement au hasard, on aurait de meilleurs résultats. Et oui, les subventions ont tendance à finir dans la poche des proches du pouvoir. Or, la qualité d'être simplement proche du pouvoir est un biais qui tire les résultats vers le bas. Regardez l'industrie du cinéma français qui est subventionnée au dernier degré pour produire des films que personne ne va voir, et dites-vous que c'est la même chose pour tous les autres mécanismes de subvention à grande échelle. Roger Carucci en parlait au Sénat et expliquait que pour le cinéma français en 2022, on parle de 1,7 milliard d'euros pour n'avoir aucun de ces films subventionnés dans le top 10 de l'année. Bref, on finance des navets et c'est la même chose dans bien des secteurs. C'est juste que dans le cinéma, c'est plus visible, car les navets en question, vous les avez tous sous les yeux. Et si on prend un autre exemple, les aides aux entreprises, eh bien, ce sont des mécanismes qui servent à expliquer comment les entrepreneurs doivent prendre de mauvaises décisions pour toucher de l'argent de l'État, plutôt que de laisser les entrepreneurs réfléchir aux meilleures solutions pour gagner de l'argent sur un marché qui existe réellement, avec de vrais clients qui ont de vrais besoins. Du coup, notre Milei a commencé par sabrer dans les subventions, mais aussi dans les organes qui les produisent, à savoir les administrations. Une fois les ministères passés de 18 à 9 et les directions générales de 106 à 54, le déficit de l'Argentine a étrangement disparu en quelques semaines seulement. Et encore, je vous rappelle que Milei n'a pas la majorité au Parlement, ce qui l'empêche de développer pleinement sa politique. Tout cela pour dire qu'en maniant simplement la gomme, tout en ne touchant pas le crayon, il serait de la même façon tout à fait possible de redresser la France en moins de 6 mois, même si cela peut sembler difficile à concevoir. Si vous supprimez la moitié des agents administratifs, cela signifie que vous êtes encore loin d'avoir supprimé tous les postes inutiles. Et quand je dis inutile, c'est un euphémisme, car chaque administratif qui s'ennuie devient parasitique pour le système. Car pour tuer le temps, ils finissent par produire des normes sur des sujets sur lesquels personne ne les a sollicités. Je vous rappelle comme exemple cet arrêté de 42 pages de détails techniques pour mettre aux normes les panonceaux d'affichage pour les établissements hôteliers. En gros, cet arrêté vous donne les dimensions, la couleur et même la taille du panneau et la longueur des vis pour afficher le H hôtelier avec les petites étoiles qui vont bien. Alors certains vous diront « Oui, mais non, il n'y a pas 42 pages à lire, les gars exagèrent, c'est encore de l'anti-France populiste. Il suffit de regarder son panneau à soi, donc c'est une page. Et en plus, tout ça, c'est à destination des fabricants de panneaux, et non des hôteliers, donc en vrai, ça va. Mais en fait, non, ça ne va pas du tout, et c'est l'illustration parfaite de l'asphyxie normative pour 3 raisons. La première, c'est que les fabricants de panneaux et autres fabricants n'en peuvent plus de ces conneries. Voici l'avis d'un fabricant de potelets pour les espaces en ville, donc un sujet du même acabit. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation alors ? Je ne sais pas. L'apport entre mettre le blanc jusqu'ici ou mettre le blanc jusqu'ici, on ne voit pas trop la différence. C'est pour les malvoyants, c'est normal, hein, mais même les malvoyants, je pense, ne voient pas trop la différence. Ouais. Et ce n'est pas tout. Même pour un professionnel comme lui, comprendre la réglementation sur les potelets relève du miracle. Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat ou entre 2 éléments de l'objet. Là, on conjecture sec. Hein. La valeur de 70% doit être recherchée lors de la mise en œuvre. Même pour vous, c'est un peu incompréhensible. Ben surtout pour moi, parce que les autres s'en foutent, mais moi, il faut que je le fasse. Hein. Loi, décret, arrêté, ordonnance, pas moins de 400 000 normes régissent la vie des collectivités.
La deuxième raison, c'est que notre hôtelier devra s'assurer d'avoir son panneau à jour et que son panneau soit bien aux normes. Je suis sûr qu'il a que ça à faire d'aller vérifier la taille des vis de ces panneaux bleus pour éviter une amende. Enfin, troisième raison, c'est qu'au bout du compte, on arrive dans un monde où lorsqu'un contrôleur qui a décidé de vous contrôler au cours d'un contrôle arrive et a décidé de vous pourrir la vie, eh bien, il trouvera toujours quelque chose qui ne va pas pour vous coller des amendes à la chaîne, car forcément, vous ne respectez pas la réglementation, ou alors sur pas grand-chose. C'est pour ces raisons qu'il est primordial qu'il n'y ait pas de fonctionnaires inutiles, qui s'ennuient au bureau. Ils doivent tous être surchargés et ne pas avoir le temps de faire ce qu'ils font. Le but du jeu est donc de garder les fonctionnaires de terrain, qui ont des vraies choses à faire, comme éduquer des enfants, soigner des gens ou courir après les méchants. Et pour les autres, compter un 15% d'effectifs d'encadrement au grand maximum et virer tout le reste. Pour savoir où l'on atterrit, vous avez le ratio Twitter. Elon Musk a viré jusqu'à 80% des employés avant d'arriver à l'optimum. Après 80% de licenciements, des bugs et des dysfonctionnements ont fini par apparaître sur son réseau social et il a réembauché les quelques personnes qui s'étaient révélées finalement essentielles. Mais entre le début du rachat et la fin de la réorganisation, c'est bien 80% des effectifs en moins. Du coup, quand on prend une photo des effectifs, il y a moins de blondes avec des cafés à la main et plus de geeks informaticiens qui dorment au bureau et sentent pas très bon, mais X.com cartonne comme jamais depuis cette phase de réorganisation. Il a juste transformé une boîte qui perdait de l'argent en une société qui en gagne beaucoup, tout en faisant progresser fortement le nombre d'utilisateurs et en apportant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, comme Grok, qui se place dans le peloton de tête de la course au plus grand modèle d'intelligence artificielle. Et tout ça, je rappelle, en divisant les effectifs par 5. C'est pour cela que je dis qu'une politique à la Milley est une politique très accessible à mettre en place, qui laisse énormément de marge par rapport à ce qu'il est possible de faire. Et bien sûr, dire cela, ce n'est pas retirer du mérite à Milley, mais affirmer qu'il est tout à fait possible d'avoir à minima des résultats semblables en France, voire d'en obtenir de bien meilleurs. Et l'urgence est là, car en attendant, l'industrie française crève littéralement sous le poids des bonnes idées de l'État pour relancer l'industrie en France. La recette est simple, déréglementer l'accès à l'énergie comme au Texas par exemple pour que les prix baissent, déréglementer tout court en éliminant au grand minimum la moitié du système administratif français afin de laisser les entrepreneurs faire leur métier respectif, et enfin baisser les impôts en due proportion de tous les trucs et autres machins supprimés dans le processus de simplification afin de rendre de la compétitivité à la France. Cerise sur le gâteau, mettez en cohérence les besoins du pays avec l'immigration que l'on accepte, tout en faisant respecter la loi sur qui a le droit d'être là ou pas, et je peux vous garantir sur facture que dans 6 mois le pays est redressé et qu'en moins de 2 ans la France devient un leader européen. C'est facile, il suffit de copier, littéralement. En attendant, fuyez tout ce qui ressemble de près ou de loin à des obligations françaises ou tout type de placement subventionné par l'État qui se servira de vous comme d'une contrepartie au défaut sur ses engagements. Enfin, pour les patrons, dans la mesure du possible, évitez d'avoir l'État ou une de ses représentations comme client, car vous êtes certain que ces clients vont vous claquer dans les doigts quand le FMI ou un de ses ersatz européens seront à Paris. Enfin, dernier conseil pour ceux à qui tout cela semble très compliqué et qui ne savent pas quoi faire de leur épargne de long terme, achetez 50% d'or et 50% de Bitcoin, ne les regardez plus pendant 10 ans et tout se passera bien pour vous. Quand on en revient aux bases, l'économie et la finance, c'est très simple en réalité. Enfin, si vous voulez savoir un peu plus qui je suis pour comprendre d'où je parle, sachez que mon métier, ce n'est pas de faire des vidéos YouTube. Je suis le chairman d'une société industrielle dans l'infrastructure électrique qui s'appelle Data Factory et que je m'engage fortement à partir de la rentrée dans la réindustrialisation de la France sur le secteur stratégique de l'intelligence artificielle de façon très ambitieuse. Allez voir cette vidéo pour pouvoir me juger sur mes résultats jusqu'à aujourd'hui dans l'industrie de l'énergie, mais aussi sur nos prochains développements avec mon équipe de choc pour participer au redressement de la France, car en tant que Français, il est évident, bien évidemment, que la France va se redresser si on est suffisamment nombreux à bosser dur et fort pour ça. Alors, afuera et vive la France!